table. Une émission proposée par Hype FM. Les peuples génocidés se retrouvent pour partager leurs souffrances et espérances. Le XXe siècle a été le siècle des grands génocides. Ce dimanche 5 mars formera un moment de retrouvailles et de solidarité, mais surtout de réflexion autour de la mémoire, le traumatisme, la transmission et la prévention du génocide. Une initiative de Bnei Brit France, représentée ce matin par Philippe Assoulen, responsable national de la commission Mémoire et Génocide, et président de la loge de la Varenne de l'association. Bonjour. Bonjour. Avec nous ce matin, Benjamin Aptan, président de l'EGAM, European Grassroots Anti-Racist Movement, c'est le mouvement antiraciste européen. Bonjour, merci d'être avec nous. Nous serons rejoints par d'autres spécialistes tout à l'heure et parlons d'abord de Bnei Brit France. Philippe Assoulen, quelle est cette association, que fait-elle et qu'est-ce qui vous a motivé à monter ce projet pour ce dimanche, cette grande conférence, cette grande messe des peuples génocidés, si je peux l'appeler comme ça? Alors, je vais essayer d'être synthétique. Je vais reprendre mes notes. Le Bnei Brit France est donc une branche du Bnei Brit International, une ONG présente dans 58 pays et représentée auprès de l'ONU, de l'UNESCO, du Conseil de l'Europe, de l'OMS et de Mercosur. Le Bnei Brit a été fondé en 1843. Alors, pour vous expliquer, je vous ai expliqué hors antenne qu'à la base, c'était les francs-maçons. Et les francs-maçons juifs ont été exclus des loges et ont créé le Bnei Brit. Aux États-Unis. Aux États-Unis en 1843. Un membre célèbre du Bnei Brit, Sigmund Freud, d'autres ont aussi adhéré à cette loge. Au niveau de valeurs, on peut, vous me posez la question, on peut retrouver des valeurs d'universalité, d'éthique des francs-maçons, mais au niveau de l'action, c'est une action quand même très, très pragmatique. On est une action très terrain autour des thématiques comme l'antisémitisme, donc la veille de l'antisémitisme, notamment avec tout ce qui se passe autour du BDS aujourd'hui, et puis tout ce qui est dialogue intercommunautaire et tout ce qui touche à lutter contre l'intolérance. Donc c'est dans cet esprit que la journée de génocide a été construite. Alors l'initiative, en fait... moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les champions juifs dans l'histoire aux éditions Imago et qui parle aussi de la thématique de la Shoah. Et Serge Dahan, le président du Bnei Brit France, m'a demandé donc d'être le responsable de cette mission, d'organiser cette journée des génocides. Donc il y a un peu plus d'1 an. Donc en fait, c'est aller dans le sens de tous ceux qui essayent d'éveiller les mémoires. Donc on le voit avec toutes les associations qui nous soutiennent, qu'elles soient arméniennes, juives, tutsis, enfin rwandaises, on va dire aujourd'hui, oui. Et autres comme l'EGAM. Toutes ces associations travaillent autour de l'éveil des mémoires, l'éveil des consciences sur la mémoire. Pourquoi ? Parce que ce qui est important, même s'il y a à notre petit niveau d'association, on a peut-être une toute petite action au niveau national et au niveau international, mais en revanche, on lutte tous pour la même idée, je pense, c'est travailler sur la dignité. Je reprends un terme de maître Bernard Joanneau, qui devrait peut-être nous rejoindre tout à l'heure. Ce qui est important, c'est la dignité de l'humanité, c'est-à-dire qu'on est tous concernés par la souffrance des autres, et en ayant cette conscience alertée, on retrouve notre dignité d'homme. Voilà. Benjamin Aptan, cela fait des années. Donc, 2 mots sur l'EGAM avant de parler des actions. Donc, vous êtes aussi une sorte de confédération de différentes ONG à travers le monde et vous êtes aussi présent en Turquie. En quelques mots, l'EGAM et ses objectifs. En quelques mots, l'EGAM, c'est le mouvement antiraciste européen, qui est donc une fédération d'ONG dans un peu plus de 35 pays au niveau européen. Qui lutte contre le racisme, l'antisémitisme, les discriminations raciales, le négationnisme, dans tous les pays, donc y compris en Turquie. Il y a des actions de terrain et des actions d'influence de lobby. On a notamment créé un réseau de parlementaires qui s'appelle le réseau Elie Wiesel pour la prévention des crimes de masse et la lutte contre le négationnisme. Et ça a été créé il y a 6 ans
en France de SOS Racisme. Aujourd'hui, ça mobilise plusieurs centaines d'ONG à travers tout le continent par an. Et nous l'avions monté à l'époque parce que déjà, il y a 6 ans, il nous semblait que il fallait faire en sorte qu'il y ait plus de solidarité internationale, y compris à l'intérieur du continent européen, et que les mouvements racistes, les idées, les courants, les partis étaient eux de plus en plus connectés, qu'il nous fallait premièrement réagir à ça et résister à ça, mais également qu'il nous fallait, et je crois que c'est encore plus le cas aujourd'hui, proposer une perspective démocratique, une perspective dans laquelle il y a au cœur les droits humains pour le continent européen, qui soit une autre alternative et un autre projet que les projets qui sont constitués aujourd'hui, qui sont ceux de l'extrême droite nationaliste ou ceux des islamistes. Nous, au contraire, on a un projet qui n'est pas identitaire, qui est pour l'égalité et qu'on essaie d'articuler en mobilisant des intellectuels, des politiques de tous bords pour faire en sorte d'inventer cet avenir-là partagé pour l'Europe. Alors, vous avez évoqué la question du négationnisme dont on parlera tout à l'heure, mais selon vous, est-ce que il y a une prise de conscience par rapport à l'importance et la gravité du négationnisme? Il y a très longtemps, on a vu comment ici et là on essayait d'amoindrir les effets ou l'impact, l'importance de la Shoah. Pour les Arméniens, négation totale. Pendant des décennies, on parlait même pas, on voulait même pas reconnaître, ne serait-ce qu'il y ait eu des événements aussi graves. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, mis à part ces cercles d'initiés, la question du négationnisme fait partie non pas du débat public, mais en tout cas des consciences de plus en plus? Je pense qu'en vérité, le négationnisme, c'est un sujet d'avenir. Et c'est un sujet qui fait de plus en plus partie du débat public. On connaît bien ici l'influence de la Turquie et de l'Azerbaïdjan pour diffuser le négationnisme génocide arménien. Il y a notamment en Europe centrale, Europe de l'Est, beaucoup de courants de pensée et de partis politiques qui ont au cœur de leurs idéologies, au cœur de leur programme, le négationnisme. Par exemple, il y avait jusqu'à peu ministre de la Culture en Croatie qui était officiellement révisionniste. Il y a des tentatives de faire pression pour créer un récit national officiel en Pologne qui dirait que les Polonais ne sont responsables en rien dans l'extermination des Juifs. Il y a des tentatives également dans le reste de l'Europe. En fait, c'est un sujet d'avenir parce que il va de pair avec la montée des courants nationalistes. Tous ces courants, ces pseudo-intellectuels ou intellectuels, ces partis veulent réhabiliter les régimes qui étaient en place pendant les années 30, notamment pour remettre en cause les fondements démocratiques de nos sociétés, les fondements démocratiques de nos institutions. Et donc, il faut réécrire l'histoire, il faut donc mentir, il faut passer sous silence certains faits, ou bien en inventer de nouveaux. Et donc ça confine à des logiques de révisionnisme, de négationnisme, de négation des faits par rapport à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, donc l'extermination des Juifs et également des Roms. Philippe Assouline, oui. Justement sur cette question, quelque chose de très important, très fondamental, j'allais même dire. Est-ce que, il y a différents courants ou types de négationnisme. Chaque courant a ses objectifs, à nier un événement ou des événements. Alors, est-ce que selon vous, c'est forcément le négationnisme pour remettre en cause une histoire, ou c'est tout simplement parfois parce que on reconnaît au fond de soi-même l'erreur, mais on a honte de l'admettre? Quels peuvent être les différents types ou expressions de négationnisme? Alors, justement, le négationnisme part sur une réalité, c'est la démarche intellectuelle. C'est-à-dire que toute démarche intellectuelle, notamment des historiens, c'est justement de réviser l'histoire, mais dans le sens positif. C'est-à-dire que l'histoire, on doit toujours apporter des preuves nouvelles, des preuves nouvelles pour expliquer que ça s'est vraiment passé. Et sur cette ambiguïté de réviser l'histoire, mais au sens propre et au sens noble du terme, c'est-à-dire apporter toujours les preuves pour montrer que la réalité a existé. Sauf que quand on dit réviser l'histoire, ça a une connotation négative. Voilà, et donc les révisionnistes, ceux qui utilisent de manière moins noble le terme, vont rentrer dans le gouffre de cette ambiguïté et vont utiliser la révision non pour travestir la réalité et non pas pour apporter des témoignages de cette réalité qui a existé. Alors c'est vrai que, là je rejoins tout à fait les propos de Benjamin, c'est un sujet d'avenir parce que on est de plus en plus dans ce mensonge de la réalité. Il y a effectivement ceux qui révisent l'histoire pour apporter plus de preuves et ceux qui révisent l'histoire de manière négative pour nier l'histoire.
Et on en arrive effectivement à beaucoup de personnes qui nient l'histoire, qui nient le génocide arménien, qui nient aussi certains même la Shoah, qui nient de manière un peu moins directe le génocide des Tutsis. Mais c'est un sujet effectivement d'actualité parce qu'on a des doubles courants, un courant qui apporte des preuves nouvelles, donc la bonne révision de l'histoire, et l'autre courant qui révise en On va parler aussi des Tutsis parce que c'est ce phénomène très grave mérite beaucoup plus d'attention. En France, on n'en parle pas assez. Dans le monde entier, on n'en parle pas assez. On est tous témoins. On est d'une génération qui a vu ce génocide se passer. Alors, je ne sais pas quelle est la responsabilité de chacun de nous dans ce silence qui nous effraie et qui peut permettre de nouveaux génocides, puisque finalement peu de gens ont été punis suite à ce génocide. On en parlera, on mettra l'accent sur ce génocide. Alors, moi, je voudrais que vous nous expliquiez, Philippe Asselaine, un peu cette journée, la journée des génocides de dimanche 5 mars, qui commence à 10h30 jusqu'à 19h. Donc, quelles seront les thématiques les plus importantes et qui sont les intervenants, à vos yeux, les plus importants? D'accord. Alors, donc la journée, faut savoir que cette journée va proposer, on peut dire, pratiquement les plus grands experts de France en matière de génocide. Donc c'est un tableau très très riche, je reviendrai sur les 6 tables rondes qui sont proposées. Alors la journée se veut éducative, puisque le public sera diversifié, à la fois des personnes expertes qui viendront assister, mais aussi les gens qui ne connaissent pas trop, qui veulent avoir des informations sur la question des génocides. Donc, disons-le, ça se passe dans le 3e arrondissement de Paris, voilà, à la mairie du 3e arrondissement. Alors, ça se passe à la mairie du 3e, rue Eugène Spuller, voilà, c'est ça. La mairie du 3e, c'est en face du carreau du Temple. Et la journée se déroulera à partir de 10h30, en fait, les premiers discours, jusqu'à 18h30, 19h. Donc la journée se voudra à la fois éducative, mais aussi elle sera placée sous le registre de l'émotion. C'est pourquoi elle sera rythmée par des airs de musique, yiddish et arménien, mélancoliques, qui remueront la mémoire. Donc ça sera une musique plus illustrative que récréative. Il y aura aussi des photos qui ont été prises sur place par un journaliste reporter qui sera un des modérateurs, qui s'appelle Patrick Robert. Sur place au Rwanda, oui. Donc sur le massacre des Tutsis. Il y aura aussi un film sur les 3 génocides. Donc c'est un film qui a été réalisé par le Camp des Milles. On en parlera peut-être tout à l'heure, dont Alain Chouraki est un des cofondateurs et qui sera un des conférenciers. Et il y aura une lecture de Gila Kessous, comédienne, qui a travaillé beaucoup avec Elie Wiesel. Et puis voilà, donc il y aura aussi des expositions de tableaux, de sculptures, des livres, les livres des conférenciers. Donc voilà, ce sera une journée qui sera à la fois alternée par des débats et par des expositions artistiques et musicales. Donc les thématiques principales, donc c'est, on en parle beaucoup, c'est le traumatisme et mémoire. Qui seront les spécialistes qui vont parler de ces thématiques qui nous suit jusqu'à aujourd'hui, 3-4 générations après pour les Arméniens, 2 générations après pour les Juifs. Alors j'en parle pas des Tutsis parce que ils sont pleins là-dedans. Il y a des enfants qui aujourd'hui sont sans parents. Il y a des gens qui ont échappé, d'autres ont perdu toute une famille. Donc le traumatisme est là, en nous. Alors la journée va être structurée par 6 tables rondes. Et la structuration de la journée, elle se veut un peu logique, c'est-à-dire que elle va être structurée sur 3 thématiques: la mémoire, la transmission et la prévention. Donc la première table ronde tournera autour de traumatisme et mémoire, c'est-à-dire comment les victimes des génocides peuvent sortir du traumatisme. Donc il y aura pour cette table ronde des spécialistes, donc en la personne de notamment Régine Weintrater, qui est psychanalyste et qui est spécialiste des traumatismes extrêmes. Donc elle viendra parler de l'importance de la parole pour libérer le traumatisme. Dans le même esprit, Henri Cohen-Solal, qui est psychanalyste aussi, et qui a créé notamment des maisons d'accueil des jeunes en Israël,
qui prolongera le discours de Régine Weintrater sur cette thématique. Il y aura Alain David, qui est un philosophe, un émule de Lévinas et de Derrida, et qui justement parlera de cette nécessité de la parole. Moi je connais pas très bien la philosophie, mais en tout cas Lévinas a écrit des articles notamment sur le chien qui aboie. Il reprendra cette métaphore. Il illustrera aussi par le tableau Le Cri de Munch, cette nécessité d'exprimer les choses. Et puis il y aura Paul Queux-Saillant, que vous connaissez certainement, donc qui notamment a créé l'association Sassoun, les amitiés judéo-arméniennes, et qui est un victimologue, donc qui essaye de faire parler des victimes. Ça, c'est la première table ronde. Alors, vous êtes tous les deux juifs, et comme nous, les Arméniens, nous avons très souvent dans toutes nos discussions familiales cette pudeur de parler du génocide. Parfois même, la transmission dans certaines familles n'a pas été faite parce que on n'a pas pu exprimer cette douleur. Donc, la transmission, c'est aussi par l'expression. Il y a beaucoup d'histoires qui sont perdues à cause de cette pudeur de pouvoir parler d'une grand-mère violée ou d'un grand-père massacré à la hache. Donc, comment ça s'est passé chez vous? C'est très intéressant. Est-ce que après la Shoah, tout le monde s'est exprimé, ou bien pendant des décennies, par exemple, on n'en parlait pas? Benjamin Aptan. Mes parents viennent du Maroc, donc ils n'ont pas connu la Shoah. Donc on n'en a pas parlé spécialement. Il y a d'autres événements historiques, des traumatismes d'événements historiques compliqués sont différents. On parle pas beaucoup du moment du départ des Juifs du Maroc, par exemple, qui est aussi un événement qui est un petit peu traumatique pour des gens dont les familles avaient vécu dans un pays pendant plusieurs siècles. Mais il y a quelque chose de très spécifique par rapport au génocide. En ce qui concerne la communauté juive, il a été très compliqué en Israël comme en diaspora d'en parler jusqu'au procès Eichmann de 1961. C'est là que les témoins, les rescapés, pour la première fois, rentrent dans l'espace public et sont écoutés. Les livres négationnistes étaient beaucoup plus vendus que les livres de témoins juste après la Seconde Guerre mondiale. Il y a une problématique qui est, je pense, différente par rapport à la communauté arménienne, c'est que les génocidaires ont gagné. Ça fait la grande différence par rapport au génocide contre les Tutsis, par rapport à la Shoah, au génocide contre les Roms, c'est que les génocidaires ont gagné. C'est qu'aujourd'hui, ils continuent 100 ans après à promouvoir le négationnisme de manière extrêmement active, de manière extrêmement virulente. Donc c'est ça aussi, c'est le négationnisme aussi qui empêche de pouvoir en parler directement. Heureusement qu'il y a de très nombreuses associations, institutions arméniennes dans lesquelles il peut y avoir la transmission, l'explication, de la parole, de l'étude, du combat, et qui permet d'en parler quand il est difficile d'en parler dans la cellule familiale. Mais les phénomènes de silence pour la génération d'après sont relativement classiques dans les génocides. Il y a une grande exception, c'est justement le génocide contre les Tutsis, où là, la place du témoin, la place des témoignages est extrêmement importante. Et aujourd'hui, au Rwanda, comme en France ou comme ailleurs, il y a de très nombreux témoignages. Et on en parle beaucoup dans l'espace public. C'est évidemment très compliqué, mais on parle des traumatismes, on parle de l'histoire. Il y a beaucoup de recherches qui est dans ce domaine-là, justement parce qu'ils ont une conscience très forte de l'international. Au mémorial de Kigali, il y a une salle qui est dédiée aux autres génocides, le génocide contre les Tutsis, et il y a eu la volonté directement de faire de la recherche et de se connecter aux histoires d'autres génocides. Ils ont en quelque sorte tiré les leçons pour faire en sorte que ça se passe moins mal pour les rescapés aujourd'hui. C'est une manière de tirer les leçons de ce qui s'est mal passé ou pour certains génocides. Et dans l'histoire du combat, puisque vous y faisiez allusion tout à l'heure, en France, il y a en effet un très lourd silence. Sur la question du négationnisme, il y a quelque chose de très spécifique par rapport à la France. C'est en France qu'a été élaboré, coagulé le négationnisme contre la Shoah, notamment par Forisson. C'est la France qui est aussi un des centres d'élaboration du négationnisme du génocide contre les Tutsis. Et il y a un enjeu particulier par rapport à l'engagement de la France, des Français, du Parlement français, dans une loi de pénalisation des négationnismes. La lutte contre le silence fait partie de la lutte contre le négationnisme. Et en ce qui concerne le génocide contre les Tutsis, il y a un élément d'actualité. Il y a seulement des rescapés qui sont encore vivants, il y a également des tueurs qui sont encore vivants, il y a des génocidaires
qui sont Il y a en aussi France. des procès qui sont en cours. Il n'y a pas beaucoup de procès qui sont en cours. Il y a énormément de procès qui ont eu lieu au Rwanda et au tribunal pénal international. Il y a eu plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont été jugées. Près d'1,5 million de personnes qui ont été condamnées dans les tribunaux de juridiction de village. Le seul élément qui manque pour terminer le travail de justice, c'est juger les génocidaires qui sont en Europe et en particulier en France, qui ont été cachés et qui sont toujours cachés ou protégés par l'Église, par l'État, parce qu'il y a eu certaines personnes au plus haut niveau de l'appareil d'État en France il y a 25 ans qui ont collaboré avec le régime génocidaire, qu'il y a une certaine continuation de cette politique-là. Alors, peut-être juste oui. pour répondre à votre question, donc Philippe par rapport Assouline. à l'expérience personnelle, moi aussi, mes parents sont d'Algérie, de Constantine, donc juifs séfarades. Alors, ce qui est étonnant, c'est que effectivement, on n'a pas vécu dans notre famille la Shoah, mais moi, je me sens concerné, tout le monde se sent concerné, c'est-à-dire qu'il y a effectivement plus qu'un traumatisme transgénérationnel ce qu'expliquera Régine Weintrater, il y a un traumatisme collectif, c'est-à-dire que moi, je me sens, et je le vois même avec mes enfants qui sont de jeune âge, dès qu'on parle de la Shoah, il y a quelque chose dans les gènes qui nous touche, et il y a vraiment une transmission collective du génocide. Il y a un traumatisme qui est collectif, et moi je le ressens. C'est d'ailleurs, j'ai eu cette nécessité d'écrire un livre là-dessus. C'est parce que je ressens et je sens que je vibre à chaque fois qu'on parle de ça. Ça me touche au plus profond de moi. Donc effectivement, il y a un traumatisme. Parce que on peut faire des comparaisons entre les différents génocides et les différents négationnismes qui touchent ces génocides. Et donc on a à peu près peut-être le même sentiment également chez les Arméniens, même si on est issu d'une famille qui est partie aux États-Unis à Boston en 1886 et qu'on n'est pas touché directement par le génocide arménien, mais cette mémoire collective fait que on porte cet héritage nous tous. Donc là, il y a une similitude dans... Il y a une grande similitude. Une grande similitude, je crois qu'il y a aussi une similitude par rapport aux États, des États-nations des peuples qui ont subi un génocide. Il y a dans les attaques, dans les critiques, ou parfois les attaques contre l'Arménie, ou contre Israël, ou contre le Rwanda, évidemment beaucoup de critiques qui sont extrêmement justifiées, du point de vue de la démocratie, du point de vue des droits humains, je veux dire comme n'importe quel pays. Mais il y a aussi une certaine violence, une certaine virulence qui, et ça on peut le sentir parfois tous, n'est pas juste et est plutôt une sorte de continuation de la logique de la haine ou de la logique qui a amené au génocide. Et cette conscience-là de cette violence particulière qui peut s'abattre sur les États des États-nations des peuples qui ont subi un génocide, ça a fait aussi actualité pour tous ces peuples-là. Nous pouvons regarder ce qui se passe pour les Roms qui n'ont pas d'État-nation, à quel point ils peuvent être justement victimes de discrimination et de violence. Et donc justement de là naît une autre question, c'est-à-dire que qui défend aujourd'hui à la fois les génocidés et leur combat dans la lutte contre le négationnisme. Pour les Arméniens, aujourd'hui, depuis 25 ans, il y a un État, il y a des communautés diasporiques constituées. Pour les Juifs, on est encore un État qui est encore moins récent, donc qui a plus de 60 ans aujourd'hui, et les communautés à travers le monde. Mais parce qu'on ne va pas parler que du négationnisme des génocides, il y a plein de crimes contre l'humanité qui sont négligés, abandonnés, dont on ne parle pas. Par exemple, l'EGAM, est-ce que l'EGAM se charge de ces causes oubliées? Bien sûr, alors c'est des causes qui ne sont pas vraiment oubliées, heureusement, mais c'est des causes qui ne sont pas assez défendues. Et c'est en effet tout l'enjeu de faire en sorte qu'il y ait des gens qui ne soient pas issus des différentes communautés concernées directement ou familialement par les génocides, qui se saisissent de ces sujets-là dans un combat politique. Et il y a beaucoup d'organisations, d'individus, d'intellectuels, de militants que nous mobilisons sur ces différents sujets-là parce que, en Europe notamment, mais également ailleurs, il y a quand même de très nombreuses personnes qui sont attachées à l'universalisme, qui sont attachées aux valeurs des droits humains et qui peuvent se mettre en mouvement par rapport à ça. Chaque année, par exemple, quand nous constituons avec l'UGAB Europe des délégations internationales pour organiser avec nos partenaires sur place les commémorations des génocides arméniens à Istanbul. Il y a des Arméniens de la diaspora,
il y a des gens de différentes communautés, il y a des gens qui ne sont pas issus des communautés concernées directement par un génocide, qui viennent pour apporter un soutien à ceux qui commémorent le génocide arménien en Turquie, qui sont parfois eux-mêmes pas issus, et souvent pas issus des communautés arméniennes. Il y a tout un réseau que nous avons monté, qui s'appelle le réseau Elie Wiesel. Donc il y a des parlementaires, un peu plus de 180 parlementaires de 25 parlements nationaux et du Parlement européen. Là, il y a plusieurs tendances politiques qui sont confondues. Il y a plusieurs origines des députés, dont je ne connais pas les origines de tous ces députés-là. Mais c'est un combat qui est important parce que ça se situe au cœur du combat pour la démocratie qui est dans l'actualité en France et en Europe aujourd'hui. Alors, Philippe Assouline, le travail sur la recherche de l'histoire, la recherche historiographique par rapport à la Shoah, on peut très facilement dire aujourd'hui qu'il y a énormément de documents, de documentaires, de films, d'ouvrages, etc. Si on veut savoir, on a tout ce qu'il faut pour savoir, surtout en Europe. C'est vrai que dans d'autres pays, dans certains pays, on n'en parle même pas, la Shoah, ou alors, non pas parce qu'on ne veut pas, parce que ça les concerne pas, tout simplement. Comme en Europe, il y a des causes, par exemple au Sri Lanka, qui concernent pas ou qui ne touchent pas les citoyens français. Donc, il y a ce phénomène de l'éloignement et de ne pas se sentir concerné. Mais en tout cas, sur la Shoah, il y a beaucoup de choses. Qu'en est-il alors, on peut travailler, on peut parler du génocide arménien. On sait que, par exemple, quelqu'un comme Yves Ternon, qui en France, depuis plus de 40 ans, travaille, et grâce à lui, la connaissance a été propagée. Il est évidemment pas le seul. Mais pour les Tutsis, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le travail ? Il n'y a pas cette distance dans le temps pour parler de recherche historiographique. Alors, justement, c'est la thématique de la deuxième table ronde, et vous faites bien le lien, c'est sur la mémoire partagée. Donc, comme vous dites, en ce qui concerne la Shoah, il y a un gros travail qui se fait en permanence et qui continue à se faire dans le monde entier et à travers de multiples associations. Il faut savoir d'ailleurs que le modèle, si on peut parler de modèle de la Shoah, est exporté vers des pays dits à risque. Donc ça, c'est une démarche qui est faite c'est une petite parenthèse qui est faite par l'UNESCO. Monsieur Frakapan, qui est porteur de ce projet. Et donc, pour essayer de comprendre les mécanismes d'un génocide, ils utilisent le modèle de la Shoah dans les zones à risque pour éduquer les personnes, que ce soit dans l'éducation, dans les partis politiques, etc. Et pour essayer de comprendre qu'on peut éviter qu'un génocide qui est en cours ne puisse pas arriver à son terme. Alors, quel est ce modèle ? Qu'est-ce qu'on transmet ? Quel est le message qu'on passe ? Ou quel est l'apprentissage qu'on passe aux autres ? Alors, Monsieur Frakapan pourrait mieux vous en parler, mais en tout cas, de ce qu'il m'a dit, c'est que on essaye de comprendre les prémices, comment ça s'est passé avant, et pourquoi ça n'a pas pu être empêché. Voilà. Pourquoi il y a eu ces silences des nations, pourquoi il y a eu une adhésion totale d'un peuple à une volonté de destruction d'un autre peuple, et pourquoi ça n'a pas été empêché. Donc, d'où l'importance de l'intervention certainement internationale. Maître Joanneau pourrait vous en parler s'il arrive à sortir des embouteillages. La compétence des tribunaux internationaux, et puis l'intervention des États. Est-ce que à quel moment alors doivent là, intervenir les États ? On est en train de parler de la prévention. Voilà, c'est très important, mais c'est pas grave. Mais c'est pas le sujet. Non, c'est très bien. On en parlera de la prévention, mais il y a un phénomène très important. C'est le fait de punir ou ne pas pouvoir punir les responsables. C'est ce qui fait que on encourage de nouveaux génocides à se faire. Alors, au niveau de la mémoire partagée, et vous m'aviez posé la question sur les Tutsis, je pense qu'il y a deux démarches. Il y a la démarche du peuple concerné, et là pour en avoir parlé avec l'ambassadeur du Rwanda, M. Kabale, et Marcel Kabanda, qui sera conférencier, il y a une mémoire qui est travaillée en permanence au Rwanda. Donc il faut savoir qu'il y a un deuil national tous les ans, qui dure 3 semaines officiellement, mais dans les faits dure 3 mois. Et ce qui se passe, c'est le. Vous voulez intervenir, vous n'êtes pas d'accord ? Oui, non, c'est ça. Non, vas-y. D'accord. Et donc ce qui se passe, c'est que c'est le temps de la parole. Donc il y a des victimes qui vont s'exprimer publiquement dans les stades ou dans des arènes publiques.
Bon, j'ai pas été pour vérifier, mais en tout cas c'est ce qu'on m'a dit. Hein. C'est le message qui m'a été donné par l'ambassadeur. Et donc dans ces moments-là, il y a des échanges des victimes, mais aussi des bourreaux. Et l'idée, si vous voulez, c'est que ce peuple aujourd'hui essaye malgré tout, même si certainement dans la conscience des victimes il n'y a pas un pardon total, mais en tout cas ils essayent d'apprendre à vivre ensemble puisqu'ils n'ont pas le choix. Et de progresser ensemble. Donc, juste d'un point de vue économique, l'ambassadeur m'a bien précisé qu'il y avait une croissance économique du pays depuis 10 ans, et de manière assez régulière. Donc, il y a cette volonté quand même de vivre ensemble et de progresser. Ça, c'est au niveau du pays. Maintenant, au niveau, effectivement, de la mémoire dans les autres pays, Marcel Cabanda, donc, qui est un des conférenciers, est un des grands artisans de cette transmission. Il y a beaucoup de manifestations qui se passent, il y a des associations qui travaillent là-dessus. Je pense par exemple à Fabrice Tetcher avec son association Passeurs de mémoire, mais il y a d'autres associations qui travaillent. Il y a des stèles qui ont été mises en place là récemment, Paris 13e au parc du Choisy, donc pour montrer que la mémoire est là. Donc il y a un travail permanent de mémoire qui est fait autour du génocide Tutsi. La question de la justice, elle est en effet fondamentale. Le fait qu'il y ait eu des procès qui étaient commencés et arrêtés après le génocide arménien, c'est un des éléments qui a permis aux nazis d'agir. Il y a une grande fascination des nazis pour Atatürk et une phrase qu'on prête à Hitler en disant qui aurait dit en préparant, en élaborant les plans d'extermination, mais qui se souvient des Arméniens. Les procès de Nuremberg ont eu un effet extrêmement important en termes d'entrée dans l'espace public, justement, de la justice après un génocide, et également pour établir les premiers éléments de justice internationale et de lutte contre le génocide. Le travail de justice immense qui est réalisé au Rwanda par les tribunaux de juridiction de village, par les tribunaux habituels, qui a eu lieu avec le tribunal pénal international et qui n'a pas encore lieu pour les génocidaires qui sont en France et en Europe, est également fondamentale. Et à chaque grand génocide, il y a une avancée par rapport à la question de la prévention, puisque c'est après le Kosovo en 99 et surtout après le Rwanda en 94 que la communauté internationale a décidé de s'engager pour mettre en place des mécanismes de prévention des crimes de masse et génocide. Évidemment, c'est extrêmement perfectible. Évidemment, ça dépend des rapports de force. On voit avec ce qui se passe en Syrie notamment et dans d'autres lieux. Évidemment, aujourd'hui, comme à l'époque, en fait, on sait, mais malheureusement, ce n'est pas seulement la connaissance qui permet de faire en sorte que ça s'arrête. Il y a aujourd'hui, ce qu'il n'y avait pas, il y a encore 10 ans, 15 ans, une sorte de compassion fatigue, comme appelle Bernard Kouchner, une fatigue dans la compassion, une plus grande difficulté à passer à l'action, mais la justice, l'éducation, la mobilisation populaire sont des éléments qui permettent de faire en sorte de réduire les crimes de masse et génocide, mais il y en a eu, il y en a, et il y en aura aussi. L'enjeu, c'est de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible à l'avenir, et là-dessus, la question de la justice est en effet fondamentale pour prévenir et pour punir les génocidaires, sans parler de ce que ça apporte pour les victimes. Au Rwanda, le fait de savoir que les génocidaires ont été condamnés parfois à des peines symboliques, mais qu'ils ont été tous condamnés, ou pratiquement tous, puisque certains encore ne sont pas jugés et sont relativement protégés en France. Le fait qu'ils aient été jugés, ça permet... C'est un petit élément qui permet aux rescapés de ça, je dirais, c'est pas suffisant, parce que si on pense qu'on peut être jugé et sortir avec 6 mois d'emprisonnement ou 3 ans d'emprisonnement quand on a tué tant de gens, on se dit finalement, je veux dire, quand on est dans ces mécanismes-là, c'est pas si grave que ça de perdre quelques années avec tout ce qu'on pense gagner idéologiquement, financièrement, et voilà. Bien sûr, mais il faut être sévère dans Non, bien sûr, mais bien sûr, ça c'est la grande problématique de qu'est-ce qu'on fait après un crime de masse avec plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont été par des tueurs. Déjà, c'est mieux qu'il y ait une justice qui permet déjà que certaines personnes soient condamnées, contrairement à ce qui a été fait pour le génocide arménien par exemple, qui permettent à ce que la vérité puisse émerger, à ce que les faits puissent émerger, et que donc il y a beaucoup de documents qui permettent d'écrire l'histoire. Ça, c'est extrêmement important, ce qui permettait notamment qu'il n'y ait pas de falsification. Au Rwanda, dans beaucoup de mémoriaux, il y a parfois des squelettes, parfois des corps qui sont conservés.
justement dans un effort de lutter contre le négationnisme. Aujourd'hui, avec tous les documents qui sont accumulés, il y a une possibilité de faire en sorte de lutter contre le négationnisme par la recherche sans avoir à exposer ces victimes une deuxième fois. Et puis c'est la problématique qui en effet est par rapport au crime de masse. Qu'est-ce qu'on fait pour un pays quand il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont commis un crime? Le choix qu'a fait le Rwanda dans une situation qui est totalement exceptionnelle, c'est de remettre au goût du jour des juridictions classiques de village pour faire en sorte qu'il y ait au moins une connaissance des faits, une condamnation parfois en prison, parfois symbolique, parce qu'il y a nécessité de construire un pays et il y a un très fort investissement sur l'éducation, sur la jeunesse. Est-ce qu'on peut considérer qu'au Rwanda, aujourd'hui, il y a un phénomène d'apaisement grâce à ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la justice locale? C'est compliqué, parce que l'idéologie génocidaire n'a pas disparu. Il y a un pari qui est fait sur l'avenir. Il y a un pari sur la jeunesse, il y a la moitié de la population qui a moins de 20 ans. Donc il y a une éducation à la lutte contre le génocide, à la lutte contre le négationnisme. Il y a un pari que sur cette jeunesse-là, par cette éducation, par l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble de la population, par l'association de l'ensemble de la population à différents mécanismes de pouvoir, ils puissent avoir une prévention. Maintenant, on est évidemment sûr de rien. Maintenant, il y a évidemment aussi des inégalités. Maintenant, il y a évidemment aussi des dangers. Mais ce que parfois disent les officiels là-bas et même les dirigeants associatifs, c'est les solutions que nous avons adoptées ne sont pas satisfaisantes. Montrez-nous une autre solution, une meilleure solution. Dans ce cas-là, on la prendra. Il y a des risques, ils demeurent, et je crois qu'il y a là un enjeu pour les internationaux, pour les autres, que les Rwandais, d'accompagner justement les Rwandais sur ce chemin-là, qui est un chemin dangereux, difficile, qui n'est pas sans risque, pour faire en sorte d'éviter que cela recommence. Et puis également, on parle des grands génocides qui ont déjà eu lieu, il y a des crimes de masse qui ont lieu en ce moment, il y a des génocides qui ont peut-être lieu en ce moment, il y a toujours un certain temps pour qualifier certains événements de génocide, mais aujourd'hui, pour prendre un exemple, par rapport aux Yézidis en Irak, certains sont laissés pratiquement à l'abandon en Europe, d'autres sont dans des camps de réfugiés en Irak. Je pense qu'il y a un engagement extrêmement important à avoir pour faire en sorte de leur apporter un soutien, pour faire en sorte que ceux qui veulent, puissent être accueillis en tant que réfugiés en Europe, de manière spéciale parce qu'ils sont en ce moment victimes de génocide et que certains sont esclaves sexuels de Daesh ou d'autres massacrés. Philippe Assouline. Oui. Moi, je voulais déjà, par rapport aux Tutsis, je voulais réagir, une réaction émotionnelle. Moi, j'ai une grande admiration pour ce peuple qui arrive à faire cohabiter des victimes et des bourreaux. Je m'imagine 10 ans ou 5 ans après des Juifs par exemple et des Allemands cohabiter à ce moment-là, je parle pas 70 ans après, mais cohabiter à ce moment-là dans un même pays, ça aurait été difficile. Donc ils font un effort exceptionnel pour arriver à utiliser la parole pour se libérer un peu du passé et apprendre. Alors bien sûr que c'est pas facile et comme le dit Benjamin, il y a des choses qui sont pas simples à régler, mais en tout cas ils ont une démarche qui est plus qu'honorable, dont tout le monde entier devrait servir. Ils arrivent à vivre ensemble, victimes et bourreaux. Maintenant, pour revenir à votre question sur la prévention, c'est vrai que c'est pas simple. C'est vrai que les tribunaux internationaux ont leur part de possibilité d'empêcher que ça se passe. En ce moment, il y a des génocides en cours, on en reviendra. Donc voilà. Mais alors. Bernard Joanneau, qui est toujours dans les embouteillages, lui pense que un des moyens de prévenir, c'est la réparation financière. Et là, je pense qu'on touche bien. Et on en discutait ensemble. Et justement, je lui faisais part c'est assez drôle. Moi, je suis un peu pratiquant et il m'arrive d'aller à la synagogue le samedi. Et la Torah, si vous voulez, est structurée en 52 ou 54 chapitres. Chaque chapitre raconte un épisode de la Bible. Donc là, on est dans la période de l'Exode. Et l'épisode qui est en cours, ça s'appelle Mishpatim. Et il y a cette fameuse phrase de la Bible, œil pour œil, dent pour dent, mais qui n'est pas œil pour œil, dent pour dent. Elle est prolongée par œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Alors, ce n'est pas une phrase qui est la loi du talion, c'est pas du tout ça. Mais c'est pour bien montrer que il doit y avoir une réparation à la hauteur du préjudice.
Et symboliquement, cette phrase-là, ça veut dire qu'il doit y avoir une réparation financière. Bernard Joanneau pense que c'est un moyen d'empêcher le génocide, c'est de marquer d'une manière aussi significative la honte et la destruction d'un peuple en réparant aussi financièrement, parce que c'est important, pour que les autres pensent qu'il ne suffit pas de dire pardon, mais il faut aussi, ce qu'ont fait d'ailleurs beaucoup les Allemands, je sais que moi, ma sœur travaille en Israël, et elle trouve que les Allemands ont fait beaucoup de travail pour se faire pardonner, mais pas uniquement dans les faits, mais de manière financière envers Israël et envers la communauté juive. Donc la réparation financière peut être aussi un moyen d'empêcher ou de faire prendre conscience plus fortement encore de la responsabilité du génocide. Alors justement, ça rejoint l'idée de comment travailler dans la prévention, dans le sens de la prévention. Les réparations, c'est très important, mais n'est-ce pas la raison même du négationnisme aujourd'hui? C'est-à-dire que la Turquie, dans le cas du génocide arménien, on aurait pu penser que Erdogan pouvait aller plus loin en disant que oui, bon, écoutez, il y a eu génocide, tournons la page et commençons à cohabiter comme deux pays voisins, l'Arménie et la Turquie. Mais les Arméniens, ils le savent, ils vont pas s'arrêter là. Il y a un problème de réparation, il y a un problème de territoire, il y a un problème de réparation non seulement d'habitation, de territoire, d'églises, de bâtiments, mais aussi de ce qui est immatériel. Donc, comment s'en sortir? Je pense que dans la position d'Erdogan et de la Turquie, il y a une question par rapport aux questions financières. Mais je pense qu'il y a la question idéologique qui est fondamentale. L'État est construit idéologiquement, historiquement, sur le génocide arménien. Reconnaître que le génocide arménien était un génocide, c'est dire que les fondements même de l'État actuel de Turquie, c'est le crime des crimes. Pour la constitution de l'État, c'est aujourd'hui impossible à avoir. Ils ne sont pas à même de pouvoir reconnaître cette origine-là dans leur constitution et de continuer à avoir un État qui sera un État de Turquie, un État turc. Ils n'en sont pas au point, par exemple, des États-Unis qui arrivent à reconnaître le crime qui a été le massacre des Indiens et à continuer à faire vivre leur État justement en intégrant cela. Et mais dans des cercles fermés, les Turcs, ils en parlent. Ils reconnaissent, par exemple, le ministre de la Défense de la Turquie d'il y a 6 ou 7 ans, à l'occasion d'une manifestation fermée, privée, j'allais dire, au sein de l'ambassade de Turquie à Bruxelles, aurait eu cette déclaration dans son allocution en disant que c'est grâce au génocide arménien que nous avons fondé l'État turc. Oui, il y a des déclarations de beaucoup de dirigeants de la société civile de Turquie, qui sont aujourd'hui d'ailleurs fortement combattus par l'État, qui le disent, le reconnaissent et font en sorte qu'il y ait une reconnaissance. Mais sur la question en Turquie des réparations, il y a eu Camparmen. Et avec Camparmen, on a pu voir que la logique qu'on pensait habituelle, c'est-à-dire d'abord reconnaissance puis réparation, pouvait être une logique inverse, c'est-à-dire réparation. Dans ce cas-là, le retour à la communauté arménienne de cet orphelinat qui appartenait à la communauté arménienne qui avait été spolié. Donc retour à la communauté arménienne, donc réparation avant reconnaissance, voire sans reconnaissance. Et ce cas-là, qui a eu lieu grâce à la mobilisation de la jeunesse arménienne Nord-Artuk, notamment la communauté arménienne de Turquie, ouvre là tout un espace pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des restitutions de biens à la communauté arménienne. Il peut y avoir également une reconnaissance culturelle, il peut y avoir une meilleure transmission qui peut se faire de cette histoire dans la société civile. Par contre, l'enjeu principal pour la reconnaissance et la réparation financière, c'est aussi l'éducation. Parce qu'on enseigne quand même en Turquie que ce sont les Arméniens qui ont massacré les Turcs, et non pas qu'il y a eu un génocide contre les Arméniens dans l'Empire ottoman. Et c'est justement qu'est-ce qu'il y a à mettre en place aujourd'hui pour prévenir les nouvelles violences. La logique actuelle du pouvoir est celle d'un nationalisme forcené, est celle d'une dérive de plus en plus autoritaire, violente, avec des dimensions totalitaires dans le régime. C'est tout l'inverse d'un régime qui veut mettre en place des fondations, des institutions, des projets éducatifs qui emmèneraient à reconnaître la diversité de l'identité de la Turquie et en particulier génocide arménien. Moi, je pense, pour répondre à ça assez brièvement, je pense qu'effectivement, il faudrait scinder la reconnaissance et la réparation.
Mais je pense que c'est peut-être parce que les deux termes sont pris en même temps qu'il y a une difficulté, peut-être, je sais pas, je suis pas dans les souliers de l'État turc, qu'il y a une difficulté à reconnaître le génocide arménien. Alors peut-être que dans la réparation, pour reprendre des idées qui m'ont été données par les différents conférenciers, si on considère que la communauté internationale a sa part de responsabilité dans la volonté de préserver la dignité humaine, alors peut-être que la réparation, si effectivement elle est trop lourde à supporter par l'État turc, peut-être que la communauté internationale, c'est une idée que me suggéraient certains conférenciers, peut-être que la communauté internationale devrait mettre la main au panier pour ensemble récolter tout ce qui doit être dû financièrement aux Arméniens, et peut-être que ce serait à ce moment-là peut-être plus facile aux Turcs de reconnaître, donc l'autre étape, parce qu'ils n'auraient pas ce souci d'avoir à puiser dans leurs ressources pour réparer, parce que ça se chiffre en milliards. Ce serait un bon encouragement de reprendre un nouveau génocide. Quand on paye pas pour son crime et on laisse les autres payer. Enfin, on va pas s'étendre sur l'aspect financier parce que c'est très gênant pour des descendants de victimes de génocide de parler finance quand on parle de génocide. C'est très gênant, mais on parle de réparation parce que pour nous les Arméniens, les réparations c'est pas que financier, c'est avant tout territorial, mais c'est aussi une reconnaissance, c'est aussi vous en avez parlé Benjamin Raptan, c'est dans les écoles, c'était nous dans notre plan de réparation tel que c'est provoqué, en tout cas tel que c'est proposé, ici et là, c'est que demain, les écoles de Turquie transmettent cette connaissance sur ce crime aux enfants turcs. Mais vous pensez pas, moi je vous repose une question, que dans cet esprit-là, s'il y a une solidarité internationale, justement pour aider un État qui ne veut pas reconnaître, mais de les aider à reconnaître, qui peut... Non, voilà, effectivement, normalement, c'est l'État turc qui doit payer, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'une solidarité internationale pour aider, justement, la reconnaissance du génocide arménien à l'échelle, parce que je crois qu'il n'y a que 26 pays qui l'ont reconnu officiellement aujourd'hui, mais pour aider une reconnaissance totale, vous ne pensez pas qu'une solidarité internationale pourrait aider, justement, cette reconnaissance? Alors, je pense que, juste une question puisque vous êtes aussi très proche de par votre action d'Israël, vous voyez comment ça se passe en Israël. Donc, si on prend l'exemple d'Israël, vous verrez que c'est très compliqué de faire reconnaître, je parle même pas du reste, la réparation, de faire reconnaître le génocide dans un État qui est issu pour ainsi dire, de la Shoah, et qui devrait être le premier, non, c'est pas la bonne expression, issu de la Shoah, mais en tout cas, ce sont les enfants, quelque part aussi de la Shoah, qui ont formé l'État juif, et cet État juif ne reconnaît pas, a du mal. Il y a 20 ans, il y avait 3 députés à la Knesset qui se battaient pour faire reconnaître, et ça n'avance pas. C'est pour ça que je vous parle. Même quand les relations ne vont pas très bien avec la Turquie, donc c'est compliqué de faire reconnaître et aller jusqu'au bout sur la question du génocide arménien. Officieusement, tous les dirigeants d'Israël reconnaissent le génocide arménien. Officiellement, il y en a beaucoup. Malheureusement, il y a des réalités économiques. Et c'est pour ça qu'il y a moins de 10% des pays dans le monde qui reconnaissent le génocide arménien officiellement. Et c'est pour ça que je parlais d'une solidarité, pour que les autres pays puissent faire le pas, parce que intellectuellement, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a des amitiés judo-arméniennes, et bien sûr que tous les juifs du monde entier se sentent touchés par cette non-reconnaissance et cette souffrance arménienne. De toute façon, cette conférence a le mérite de faire bouger les lignes. C'est très important ce que vous faites pour que tout juif, comme tout arménien, par rapport au Tutsi, par rapport à la Shoah, qu'il y ait cette solidarité. Parce qu'à un moment donné, on avait l'impression, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, qu'il y avait une sorte de compétition, c'est-à-dire que il y avait le tenant de l'unicité de la Shoah, mais dans un sens très poussé. Je veux dire par là, ne pas reconnaître le génocide arménien pour garder une sorte de supériorité dans la victimisation. Est-ce que on est dépassé, ce temps est dépassé aujourd'hui, selon vous? Pour moi, ce temps, je laisserai la parole à Benjamin, ce temps est dépassé. Si on reprend déjà, il y a une phrase qui dit: s'il n'y avait pas eu de génocide arménien, il n'y aurait pas eu de génocide juif. Donc ça veut bien dire qu'il y a déjà un lien entre les deux. Si on avait pu empêcher ce génocide, il n'y aurait pas eu d'autres génocides. Et c'est vrai que la volonté de beaucoup d'associations, il y a le Mémorial de la Shoah qui le fait, qui organise une journée des génocides, il y a des formations qui sont faites par le Mémorial de la Shoah, il y a plein d'associations
c'est vrai qu'on a compris que ce qui est important, c'est de préserver l'humanité tout entière, et que si on ne prend pas conscience qu'il y a une souffrance collective et que chaque destruction de peuple nous est proche, alors oui, on s'en sortira pas. Il faut pas qu'effectivement qu'il y ait compétition. Il faut localiser chaque génocide. C'est vrai que la Shoah, elle a une dimension à part, puisque elle était pas géographiquement dans un seul pays, mais c'est pas du tout dans le cadre de la compétition. Et puis il y a une antériorité de 2000 ans d'antisémitisme. Donc elle a sa place à part, mais dans la souffrance. Si vous demandez à un Arménien, il va vous dire le génocide arménien, il est très à part parce que c'est déracinement de tout un peuple, de son propre territoire, alors que dans le cadre des Juifs, c'était pas en Israël, c'était en Europe, c'est pas très grave. Donc si justement ce débat-là, il est très dangereux, il faut pas dans notre transmission qu'on puisse dire voilà c'est à part, c'est ce mot qui est très gênant. Voilà, ça doit être un combat universel. C'est pour ça qu'effectivement vous avez utilisé le terme de solidarité. C'est dans cet esprit qu'a été construite cette journée. On doit être solidaire dans les souffrances pour lesquelles nous sommes concernés, chacun des peuples et toute l'humanité. Et on doit se battre pour que ça n'arrive plus. C'est l'esprit. C'est pour ça qu'on conclut la journée par la prévention. Il faut plus que ça arrive. Je sais pas à notre niveau. Justement, n'est-il pas Benjamin? Non, je veux dire quand même quelque chose sur la reconnaissance et sur les États négationnistes. La Turquie et l'Azerbaïdjan. Il n'y a pas besoin d'avoir une solidarité internationale par rapport à des États négationnistes. Il doit y avoir une action internationale pour pousser les États négationnistes à ne plus être négationnistes. Ce ne sont pas des grands enfants qui seraient un petit peu peureux et qu'il faudrait accompagner pour accomplir un pas difficile. Leur négationnisme, c'est de la violence qui continue depuis un siècle sur tout un peuple, sur des communautés entières, sur des individus entiers. Ce sont ces individus-là qui sont les victimes. Ce ne sont pas les États qui sont négationnistes, qui investissent de l'argent, qui investissent de leur diplomatie, qui investissent leur appareil d'État tout entier dans le négationnisme qu'il faudrait aider parce que ce serait difficile à faire pour eux. Reconnaître la vérité historique, tous les individus en sont capables et il n'y a pas les Européens qui seraient supérieurs aux Turcs ou aux Azéris pour pouvoir le reconnaître. Ils sont totalement en capacité de le faire. S'il doit y avoir une mobilisation internationale, c'est pour mettre un terme à ce négationnisme et mettre un terme en fait à cette idéologie génocidaire, à cette violence génocidaire qui continue aujourd'hui par le négationnisme, qui continue aujourd'hui par la pression qu'il peut y avoir contre les communautés en Turquie, qui continue également par le biais de l'Azerbaïdjan dans la guerre qu'il y a au Karabakh et régulièrement les meurtres qu'il peut y avoir. Dans cette guerre-là, il y a une dimension de haine génocidaire. Si coalition internationale il doit y avoir, c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un abandon des personnes qui habitent au Karabakh, comme c'est le cas aujourd'hui, mais au contraire un investissement. Et c'est, je crois, dans cet état d'esprit-là, et s'il y a une pression qui est faite sur la Turquie et sur l'Azerbaïdjan, qui pourrait avoir une reconnaissance internationale de pays comme Israël ou comme les États-Unis, qui toujours aujourd'hui ne reconnaissent pas pour des raisons économiques, pour des raisons d'alliance stratégique, pour des raisons d'alliance militaire, alors qu'on voit bien, quand l'Union européenne, par la résolution au Parlement européen, a reconnu le génocide arménien, en fait la Turquie n'a pas pu rompre ses relations avec, quand l'Allemagne a, de manière extrêmement claire, reconnu le génocide arménien, il y a eu des menaces, puis finalement rien du tout. En fait, c'est une certaine servitude volontaire de la part des États qui ne veulent pas reconnaître le génocide arménien par rapport à la Turquie, qui permet à la Turquie de continuer ce négationnisme et qui permet par ailleurs le déploiement d'un régime extrêmement dangereux aux frontières de l'Union européenne. D'un point de vue idéologique, je rejoins ce que dit Benjamin, c'est clair. Mais maintenant, d'un point de vue politique, on voit bien que c'est pas simple. C'est pour ça que comme on maîtrise pas, on n'est pas suffisamment armé entre guillemets pour maîtriser la négociation politique et tout ce qui se passe autour. Et pourquoi effectivement tous ces pays ne reconnaissent pas alors qu'ils sont à fond avec le peuple arménien. Je dis qu'il faut peut-être trouver des solutions politiques. C'est effectivement ce qui m'a été moi, je pense pas que donner l'argent à la Turquie, ce sera une bonne manière de faire en sorte qu'il y ait une reconnaissance. S'il y a de l'argent à donner, c'est pour la reconnaissance, la réparation, c'est pour qu'il y ait des fondations qui transmettent la mémoire du génocide arménien, c'est pour qu'il y ait des systèmes, des programmes éducatifs vers les jeunes de Turquie qui puissent apprendre la réalité. Nous, quand on y va, qu'on fait des conférences dans les universités, les étudiants de Turquie sont très intéressés et découvrent ce qu'on leur dit.
On leur donne les documents, on leur donne les livres, ils nous croient, mais ils doivent défaire toute une éducation qui a eu lieu pour eux pendant 18 ans, 20 ans, 25 ans, et pour les militants pendant plus longtemps que ça, parce qu'on leur a raconté l'inverse, à l'école, dans des figures d'autorité, par des intellectuels, dans les médias. S'il y a un investissement à avoir, c'est pour faire en sorte que ces individus-là qui sont le réceptacle de la propagande de l'État, et qui s'en font après les acteurs, eh bien, soient confrontés aux faits, et puissent, comme n'importe quel individu, faire agir leur esprit critique et leur connaissance. Au niveau des associations, c'est leur rôle et c'est ce qu'on fait nous aussi, c'est effectivement d'éveiller les consciences et de travailler au quotidien sur le terrain, sur des actions telles que vous menez. Mais pour aller plus loin, et on voit bien que toutes les actions qu'on mène n'empêchent pas la négation d'exister. Donc c'est ça que les experts essayent d'imaginer d'autres solutions plus rapides dans la reconnaissance du génocide arménien. Après, ils émettent des hypothèses. Je ne dis pas qu'elles sont bonnes, mais je les évoque. Voilà. Maintenant, c'est vrai que ça n'empêche pas le travail au quotidien que fait les GAM, que fait le Bnei que fait toutes les associations. Mais au niveau politique, on ne maîtrise pas et on voit bien que aujourd'hui encore, eh bien, il n'y a que 26 pays. Donc, c'est des actions qui sont utiles, mais en termes d'efficacité, on n'arrive pas à un résultat total. C'est ça que je dis. Hein. Non, mais en termes d'efficacité, ça fait 100 ans que le combat a lieu. Le combat, il va pas s'arrêter tout de suite, et c'est pas en donnant de l'argent à des États génocidaires qui sont négationnistes que l'affaire va se régler. Imaginez ce que vont dire les Turcs, qui le disent déjà de toutes les manières possibles, que peut dire les officiels turcs en disant, vous voyez, la diaspora arménienne, puissante, influente, riche, achète et corrompt des individus jusqu'à notre propre gouvernement. Ça ne fait que renforcer les discours extrêmement nationalistes qu'il peut y avoir en Turquie, en Azerbaïdjan. En France, ils sont tenus par rapport à tous ceux qui combattent pour la reconnaissance du génocide arménien. En fait, ça n'accélère pas les choses de donner de l'argent à des États négationnistes. Ce qui accélère les choses, et ce qui a accéléré les choses ces derniers temps, c'est la mobilisation politique et sociétale pour faire en sorte qu'il y ait une reconnaissance dans les différents parlements, dans les différents États, de la réalité du génocide arménien. Et ce qui pourrait accélérer les choses, c'est de faire en sorte qu'il y ait enfin une loi de pénalisation des négationnismes, y compris du négationnisme du génocide arménien, mais de tous les négationnisme concernant tous les génocides, qui soit voté en France et qui a été par 2 fois censuré, censuré par le Conseil constitutionnel, bien que voté par l'Assemblée, censuré à chaque fois avec, on peut dire, de forts soupçons d'ingérence politique de la part d'un État étranger, en l'occurrence la Turquie, pour altérer les lois de la République française. C'est ça qu'il faudrait avoir comme mobilisation internationale. Et c'est qu'il faudrait avoir aussi que certains, aux États-Unis, au Congrès, en Israël, mais on parle que de ces 2 États-là, il y en a très nombreux qui n'ont pas reconnu le génocide arménien, fassent le pas, comme l'Allemagne a pu le faire, comme d'autres États ont pu le faire. C'est ça qui accélère les choses, et ce n'est pas en prenant en quelque sorte un peu de haut un État qui est extrêmement violent, en disant on va les aider, les pauvres, à faire en sorte qu'ils puissent dire qu'ils ont massacré 1,5 million de personnes, et on va les aider à faire en sorte de rendre tout ce qu'ils ont volé, en le sachant pertinemment. Le palais présidentiel est construit jusqu'à peu de Turquie sur une propriété arménienne. L'Anatolie entière est vide d'Arméniens, et tout le monde sait tout ce qui a été volé aux Arméniens. La classe moyenne turque aujourd'hui, une bonne partie de son patrimoine a été constituée en le volant directement aux Arméniens. Ces gens-là ne doivent pas être aidés. Ceux qui doivent être aidés, ceux qui ont été spoliés, c'est les familles de ceux qui ont été tués. Et pour ça, il faut qu'il y ait en effet une confrontation idéologique claire dans le dialogue, pour faire en sorte qu'il y ait reconnaissance et transmission. Benjamin, je ne voudrais pas qu'il y ait une caricature de ce que j'ai dit, c'est-à-dire que moi, juste une hypothèse, j'ai dit seulement, effectivement, il y a toutes les réalités du terrain, et la réalité et l'idéologie que vous donnez. Bien sûr que je la partage, et j'arrête pas de le dire lors de cette émission. Maintenant, il y a des réalités politiques, économiques, géopolitiques, parce qu'il faut savoir que la Turquie est à la frontière de tous les continents, qu'on ne peut pas maîtriser, vous, moi et toutes les personnes qui travaillent dans les associations, et qui posent des questions plus compliquées. Et donc, effectivement, les experts conférenciers ont émis parmi des hypothèses. Maintenant, je ne sais pas, j'ai jamais dit que c'était la bonne hypothèse, mais je l'ai évoqué comme hypothèse, que peut-être qu'il peut y avoir une solidarité internationale, non pas vers la Turquie, bien sûr que non, mais pour permettre que la Turquie fasse plus facilement le pas de la reconnaissance et de son investissement aussi financier. Donc la pression. C'est une pression. Alors quand on voit ce qui se passe à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas de la pression quand il y a un certain Perinček qui dit que le génocide arménien c'est un mensonge international, et au nom de la liberté d'expression, on lui dit c'est pas grave, il peut le dire, il n'y a pas de problème. Donc ça se passe en Europe. Bon, c'est
c'est du droit, on peut pas intervenir, on peut pas dire comment le droit doit agir, parce que c'est du droit, mais en tout cas, derrière, il y a un message qui passe, c'est que on peut, aujourd'hui, au XXIe siècle, dire, 100 ans après, que c'est un mensonge international. Voilà, mais moi, ce qui me choque, c'est que plus de 100 ans après, on n'arrive pas encore à reconnaître. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut maintenant peut-être aller plus vite dans le processus. La solution, je l'ai pas, parce que je suis pas un homme politique, mais voilà, effectivement, au niveau des associations, on doit faire un travail de terrain au jour le jour. Maintenant, au niveau politique, il y a peut-être des solutions, mais je ne sais pas lesquelles, qui permettraient de reconnaître plus rapidement. Justement, puisqu'on parle de transmission en vue de la prévention du génocide, est-ce qu'il n'est pas aussi important, parce que hier, quand on parlait pas des Arméniens, les Arméniens avaient cette frustration de dire mais personne ne parle de nous. Aujourd'hui, on parle des Arméniens. Il y a des combats qui sont menés et partagés par des non-Arméniens. Mais il y a d'autres combats à travers le monde. Il y a les Kurdes, vous avez évoqué les Yézidis, mais il y a des combats dont on n'entend pas parler parce que ça n'intéresse pas les médias, ça n'intéresse pas l'occidental. Il n'y a pas d'intérêt pétrolier, financier, économique peut-être dans ces zones-là. Est-ce que l'humanité devrait, et surtout pardon pour l'expression, les grands génocidés devraient s'occuper des oubliés pour que non seulement chacun tire un peu l'avantage vers soi, mais qu'on partage aussi bien la souffrance que l'espoir et ce combat de la reconnaissance d'un mal partout dans le monde. Comment peut-on monter de plusieurs étapes comme ça pour prendre la hauteur sur cette question? Alors il y a des débats déjà sur des débats terminologiques. Il faut savoir que le terme de génocide a été créé en 1948. Et se définit, j'aurais dû prendre la définition exacte, mais comme une intention de tuer radicalement tout un peuple. Un peuple, un groupe, voilà, une groupe, une race. Et avec cette notion provenant d'un État. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Daesh, comme on ne considère pas que c'est un État... Pas forcément d'un État. Pas forcément d'un État. C'est tout parti d'un groupe. Voilà. Pas forcément d'un État. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, des personnes comme Yves Ternon, d'ailleurs, Bernard Joanneau, s'interrogent sur la question de est-ce qu'on peut pas élargir la notion de génocide qui pourrait justement être appropriée à d'autres peuples qui ont été qui ont subi des grands massacres selon cette définition de 48. Voilà, mais de l'élargir. Alors, mais la question que pose aussi Yves Ternon, mais si on élargit, eh bien, on va arriver à une banalisation du terme. Donc, il y a une ambiguïté, une difficulté au niveau terminologique. Si on élargit, on risque de banaliser. Mais en élargissant, on peut permettre d'agir plus facilement sur des génocides en cours et de se dire tiens, c'est un génocide qui se passe par exemple chez les chrétiens d'Orient ou au Burundi ou dans d'autres zones à risque. Et donc, puisqu'il y a génocide, alors la communauté internationale peut agir. Parce que si c'est pas reconnu comme un génocide, alors la communauté internationale peut se trouver le prétexte de ne pas agir. Donc déjà dans la définition des mots, il y a peut-être un travail à faire. Qui peut justement permettre à la communauté d'agir plus rapidement dans un processus génocidaire. Non, il y a des débats au niveau académique sur la définition du mot génocide depuis 48, depuis la création en 48, et il y a d'ailleurs une évolution au niveau juridique avec la condamnation par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie dans le cas de Srebrenica qui a fait évoluer la compréhension du terme. Il y a certains mécanismes dans les traités internationaux qui obligent les États, lorsqu'un événement est appelé génocide, à agir. Or, évidemment, comme beaucoup de mécanismes, en fait, ils ne sont pas activés. Ce qui fait véritablement action et mobilisation, c'est quand des individus qui sont en capacité de le faire, dirigeants d'État, ou des personnes dans la société civile, font une action parce qu'ils sentent que c'est important pour eux. Ça vient parce qu'on était sensibilisés justement par l'histoire, la transmission dans ces grands génocides, pour agir aujourd'hui quand il y a des génocides ou crimes contre l'humanité ou crimes de masse. Et ça, peu importe la définition qu'il peut y avoir, qui parfois nécessite un petit peu de recherche pour voir s'il y avait une intention, une planification, comme ça doit être le cas pour un génocide, qu'est-ce qui peut faire mobilisation ? Je crois que malheureusement aujourd'hui, nous sommes dans un temps où il y a une certaine fatigue, notamment de l'Europe, qui se referme de plus en plus sur elle-même, où il y a de plus en plus d'égoïsme, où il y a de plus en plus d'indifférence au monde. Et c'est extrêmement grave parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en effet abandonnées
et qu'on pourrait sauver, qu'on pourrait aider, que nous ne faisons pas. C'est tout l'honneur des journées comme celle qu'a organisée dimanche, des mobilisations des différentes communautés, associations, autres, de faire en sorte d'être attentifs à ce qui se passe ailleurs dans le monde et apporter un soutien en parlant, en apportant un soutien sur place, comme ceux qui vont soigner, comme Elise Bogossian, les personnes au Kurdistan, ou qui vont faire des pressions politiques. Et déjà aussi à Alep. Alep également. Voilà, qu'est-ce qui peut faire mobilisation grâce à ce qu'on a appris, ce qu'on apprend des génocides. Ça permet à certains de pouvoir se mettre en action plus rapidement. Mais aujourd'hui, en Europe, malheureusement, c'est un contexte qui n'est pas favorable à ça. Ça a d'autant plus de valeur pour tous ceux qui arrivent à se mobiliser malgré un élan de nationalisme, de renfermement sur soi, d'égoïsme qui gagne tous les pays. Alors, une journée très riche avec énormément d'intervenants très pointus dans le domaine, vous l'avez dit tout à l'heure. Parmi qui sont les invités, si je puis dire, stars de cette conférence, de cette journée? Alors, je vous propose de faire entre guillemets le catalogue pour en oublier personne et d'être assez synthétique sur chacun. Pour n'oublier personne et pour vexer personne. Et donc je vais faire le... Très rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc le Blébrit France a organisé cette journée dans la volonté effectivement de pouvoir faire exprimer des conférenciers sur essentiellement les 3 génocides arméniens, juifs et tutsis, mais aussi les chrétiens d'Orient. 6 tables rondes. Qui sont structurées et qui permettent d'avoir une progression dans la journée. Première table ronde, donc comme je disais, traumatisme et mémoire. En prélude de cette table ronde, le rabbin Daniel Fari évoquera la lecture des noms, puisque c'est lui qui en est à l'origine, des noms de la Shoah, et il parlera de la thématique contre l'oubli, lire des noms. Le modérateur de la table ronde sera Daniel Lofer, qui est journaliste. Et nous aurons comme invité à cette table ronde donc Alain David, philosophe. Il travaille philosophe et il travaille aussi à la LICRA comme délégué culturel. Henri Cohen-Solal, psychanalyste. Paul Kiosayan, qui a créé les amitiés judo-arméniennes Sassoon, qui est médecin et victimologue. Et Régine Weintrater, qui est très connue dans le milieu de la psychanalyse et des traumatismes extrêmes, et qui parlera effectivement du transgénérationnel. La deuxième table ronde sur le travail de mémoire. Donc, en prélude, il y aura Alain Hirschler, qui est fils de déporté, notamment du grand rabbin l'ancien grand rabbin de Strasbourg. Ses parents ont été déportés. Il dira quelques mots et il jouera de la clarinette. Ensuite, le modérateur Thierry Secrétan, qui est un journaliste reporter, animera une table ronde autour de Marcel Kabanda, historien, donc spécialisé dans le génocide des Tutsis, Israël Feynman, médecin et victimologue, Raymond Kevorkian, que vous connaissez bien, qui est historien et qui parlera aussi du génocide arménien, et Yves Ternon, que tout le monde connaît, qui est un des grands spécialistes des génocides. Voilà, donc ça sera sur le travail de la mémoire et de la mémoire partagée. Comment partager la mémoire pour ceux qui l'ont connue et pour ceux qui ne l'ont pas connue. Donc ce sera la thématique de cette table ronde. Troisième table ronde, rapidement. Donc il y aura des projections de photos qui ont été réalisées par Patrick Robert, qui est un journaliste reporter et qui était présent au Rwanda au moment où ça s'est passé. Donc il présentera des photos donc en prélude de cette table ronde. La table ronde sera autour des ennemis de la mémoire, donc tout ce dont on parlait, les négationnistes, les révisionnistes, ceux qui veulent cacher la vérité. Donc il y aura Boris Adjemian, que vous connaissez bien aussi, oui. Qui est un historien spécialiste des génocides arméniens. Marcel Kabanda, à nouveau, qui viendra, et Richard Audier, qui est directeur du centre Simon Wiesenthal, qui s'occupe notamment de la traque des anciens nazis, et qui parlera du comment rechercher les preuves, pour justement réviser au sens noble du terme l'histoire et apporter les preuves de l'existence des tragédies. Quatrième table ronde, le processus génocidaire. Alors, effectivement, vous parliez de la compétition des génocides, donc ça sera plus une analyse comparative des génocides pour montrer qu'il y a des similitudes dans les processus et qu'en analysant chaque génocide,
eh bien, on peut voir, hein, c'est les démarches, d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, qui sont faites à l'UNESCO quand on exporte le modèle de la Shoah, c'est voir quelles sont les similitudes et voir comment on peut peut-être empêcher des processus de génocidaires en cours. Donc, pour cette table ronde, alors, en prélude, il y aura des musiciens, donc Alain Hirschler, toujours le clarinettiste. Il y aura Araïk, je suis désolé pour les noms, c'est difficile. Partikian. Voilà. Qui est un joueur de doudouk, qui est un instrument mais magnifique et qui est entre le hautbois, la clarinette et le chauffard chez les Juifs. Et ça porte ça crée une émotion fantastique. Moi, je l'ai écouté et bon, je les suis puisque pour eux, ils sont en train de créer donc une espèce de convergence des musiques arméniennes et juives. Donc ça va être très beau. On prend des airs arméniens, on les fait rejoindre par la musique juive. Donc rapidement, comme conférencier, il y aura Vincent Duclerc, historien, et qui a été nommé président d'une commission par la ministre de l'Éducation pour transmettre les génocides, notamment dans les collèges. Il y aura Carole Iancu, historien, spécialiste notamment de la destruction des Juifs des Roumanies, qui vient de recevoir la Légion d'honneur en Roumanie et qui parlera effectivement aussi du processus génocidaire. Et Yves Ternon aussi qui sera là sur cette table. Voilà, je vous ai parlé. 5e table ronde, la transmission de la mémoire. Comment transmettre la mémoire, à la fois par les lieux publics, par la culture, par les arts. Donc Alain Chouraki, je vais très vite, hein, qui a été un des cofondateurs de Camp des Milles, qui est donc un lieu de mémoire à Aix-en-Provence sur les génocides. C'est un magnifique endroit pour le travail de la mémoire. Il faut y aller pour ceux qui ne sont jamais allés. Philippe Grimbert, qui est écrivain, psychanalyste, et on connaît notamment son livre Un secret. Jean-Claude Grimbert, dramaturge, qui a écrit l'atelier, l'affaire Dreyfus, enfin plein de voilà, qui est connu par tout le monde. Ses pièces sont jouées dans toute la France. Et Francine Méran, qui est sculptrice peintre. Dernière table ronde, la prévention du génocide. Donc cette table ronde sera animée par le modérateur Daniel Lofer. Et dernière table ronde, Patrick Robert animera la table ronde sur prévention du génocide. Voilà, suffit-il de se souvenir pour éviter d'autres drames? Que pèse la fonction dissuasive des procès pénaux? Quelles sont les limites? Que voyons-nous dans le miroir des chrétiens d'Orient et au Burundi? Donc pour animer cette table ronde, Jean-Pierre Ben-Simon, qui parlera des chrétiens d'Orient, David Gakunzi, qui parlera du cas spécifique du Burundi, Joël Hubrecht, juriste, qui parlera justement de la dimension juridique, et Bernard Joanneau, qui fera d'ailleurs l'introduction du colloque, avocat. À la fin de cette 6e table ronde, il y aura une projection d'un film qui a été créé par le Camp des Milles sur les 3 génocides, avec une lecture de texte de Gila Kessous, qui est comédienne, écrivaine, on dit, et qui a travaillé beaucoup avec Elie Wiesel. Et en conclusion, donc on aura des mots de conclusion. En quelque sorte, si on participe à cette journée, on en sort enrichi, mais aussi, vous l'avez rappelé, beaucoup d'émotions, d'échanges, mais surtout une sorte d'une petite encyclopédie sur le génocide, les génocides et le révisionnisme et le négationnisme. Donc une journée très riche, très importante. Alors comment fait-on pour s'inscrire, puisque c'est dimanche, on n'a plus assez de temps? D'accord. Oui, alors effectivement très riche sur l'éveil des consciences et d'un point de vue pédagogique pour s'inscrire. Alors, donc à l'initiative de cette journée, donc Serge Dahan, président du Bnei Brit France, Serge Dahan, et donc soit par au téléphone suivant le 01 55 07 85 45, qui est le numéro de téléphone du Bnei Brit France. Donc 01 55 07 85 45. C'est ça, 01 55 07 85 45. Par mail, bbf@bbfrance.fr ou sur le site du Bnei Brit France, donc bbfrance.org. Voilà, donc vous pouvez réserver vos places et on vous dira. On peut y aller directement aussi. On peut y aller directement aussi. D'accord, donc il est préférable de réserver sa place. Voilà. Merci Benjamin Aptan,
président de l'organisation LEGAM, donc le mouvement européen contre le racisme. Je pense qu'il y a beaucoup de combats partagés. On aura l'occasion, c'est pour votre première présence sur IPFM, mais je suis persuadé il y en aura d'autres pour parler de votre mobilisation sur différents sujets et non pas que sur le génocide arménien. Merci Philippe Asselen. Vous êtes donc un des responsables, surtout chargé de la commission Histoire et Mémoire au sein de votre association, donc le Bnei Brit, qui est les enfants de l'Alliance, donc le Bnei Brit France. Merci pour cette initiative et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Je rappelle juste peut-être l'adresse, donc encore une fois, Oui. c'est mairie du 3e, 2 rue Eugène Spuller, donc c'est au niveau du métro République ou Temple, en face du carreau du Temple, 2 rue Eugène Spuller, à partir de 10h30 jusqu'à 18h30. Mais on peut venir à tout moment de la journée? Oui, à tout moment. Voilà, et Très on peut bien. même déjeuner sur place. Merci, au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.